Chaque jour, Myriam Kikoko vient répondre à ses obligations professionnelles. Elle est conductrice de l'un de ces bus qui dessert la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Sans peur, au milieu de ces véhicules sur la route, en conducteur expérimenté, elle roule aisément. Quand je suis au volant, je suis à l'aise. Je n'ai pas peur, j'ai le maîtrise. Voir une femme au volant d'un bus affrété pour le transport public est chose étonnante par les Kinois. Ils ne sont pas habitués à la situation. C'est une grande joie de voir cette maman conduire. Jadis, ce travail n'existait pas. Bon, aujourd'hui, elle exerce ce boulot. Vraiment, c'est une grande joie. C'est vraiment rare de voir dans ce bus en commun une femme conduire. Surtout ici au Congo, c'est très rare. Myriam Kikoko reconnaît que la sélection n'a pas été facile pour elle de se positionner au volant d'un bus. D'autres femmes n'ont pas été autant courageuses pour être aux commandes de ces bus. Elles ont dû désister après la formation sur la conduite. Mais elle n'a pas réfléchi 2 fois devant ce grand bus. Il y a d'autres qui m'encouragent, il y a d'autres qui sont contre, qui disent pourquoi tu conduis. Mais la plupart sont contents. La plupart en tout cas. Les conductrices qui évoluent dans les transports en commun sont à peine visibles sur les artères de Kinshasa. Beaucoup hésitent encore à se lancer ou n'arrivent pas à faire face aux propos discriminatoires à l'endroit des femmes qui conduisent. La salle de commandement de la préfecture de police de Paris, l'un des lieux stratégiques pour assurer la sécurité autour de la COP 21. Sur ces écrans, on guette tout début de manifestation ou perturbation de la circulation. La salle de commandement va être renforcée, sachant que ce ne sera pas la seule salle de commandement à gérer le service de la COP. Il y aura une salle de commandement déportée, mise en place au niveau du Bourget pour gérer l'aspect à la fois ordre public et circulation. Des caméras qui seront braquées sur le parc des expositions du Bourget, banlieue nord-est de Paris. En particulier lundi. 150 chefs d'État et de gouvernement y sont attendus pour le lancement officiel du sommet. Un rassemblement inédit en France. À l'intérieur, leur sécurité sera assurée par des soldats de l'ONU. À l'extérieur, 15 jours après les attentats de Paris, 2800 policiers et gendarmes supplémentaires seront déployés. Et pour gérer les allées et venues des délégations officielles, plus de 6000 policiers et gendarmes seront présents dans les rues de la capitale dimanche et lundi. Plusieurs portions d'autoroutes et de périphériques seront même fermées à la circulation. Nous conseillons aux Parisiens et aux Franciliens de ne pas emprunter leurs véhicules, et notamment l'autoroute A6, le périphérique et l'autoroute A1, le dimanche après-midi et le lundi toute la journée. En contrepartie, les transports seront gratuits. Pour le maire du Bourget, ville hôte de la COP 21, c'est un lundi noir qui s'annonce. Je crois que c'est en fait un peu comme une journée de grève. Il faut se dire que lorsqu'il y a une grève de transport, parfois on pose une RTT. Il me semble que pour le lundi, pour ceux qui le peuvent, c'est sans doute une bonne solution que de poser la RTT. D'ailleurs, plus que la sécurité, c'est bien la circulation qui inquiète les habitants du Bourget à l'approche du sommet sur le climat. J'appréhende plutôt ce petit désagrément pour aller au travail, mais sinon, moi, j'ai aucun souci par rapport à la COP21, absolument pas. Ils n'ont toujours pas attaqué ni l'Elysée, ni Matignon, ils ont toujours attaqué des petits endroits. S'ils avaient voulu attaquer un chef d'État, je pense qu'ils l'auraient fait. Donc je vois pas pourquoi on devrait avoir peur. Les négociations sur le climat s'achèveront le 11 décembre. Et si les chefs d'État étrangers ne viennent que le premier jour, 40 000 visiteurs quotidiens sont attendus sur le site, en espérant que les questions de sécurité n'éclipseront pas l'objectif premier du sommet, un accord pour lutter contre le réchauffement climatique. Dernier briefing avec l'instructeur pour ces 2 navigateurs sur Mirage 2000. Bonne chance, monsieur. À partir de maintenant, ils sont considérés comme des pilotes tombés sur le sol ennemi à la suite d'une éjection. Comme eux, une quinzaine de militaires suivent ce stage de survie en territoire hostile, un stage obligatoire pour tout personnel navigant amené à intervenir sur les zones de conflit où la France est engagée. Alors dans les prochaines heures, ce qui va compter pour eux, c'est de pouvoir maintenir le contact avec la population amie, enfin, c'est-à-dire les organes militaires en mesure de pouvoir les récupérer, et également de pouvoir préserver au maximum leur intégrité physique. Première mission, se fondre dans la végétation dense du camp militaire de Capcieux dans les Landes et surtout maîtriser sa balise radio pour donner l'alerte. Comet Alpha and Bravo Radio 5, Rayak.
Si l'éjection s'est bien passée, le Survivor, comme on l'appelle, dispose sur lui d'un équipement de première nécessité. Mais le plus important, rester en équipe pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. On a fait à peu près 2 km en 2 heures, 2 heures et demie. C'est à travers les arbres, en essayant de ne pas aller tout droit, pour essayer de faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas nous suivre directement. Donc là, on espère qu'on a fait suffisamment de manœuvres pour l'embêter un peu, mais la nuit va être courte. Il ne croit pas si bien dire, car l'ennemi se rapproche à la tombée de la nuit. Des fusiliers commandos jouent le rôle de groupes armés à leur poursuite. Allez les gars, en avant. Seule solution pour nos pilotes esselés, construire un abri, des techniques spécifiques que l'armée ne souhaite pas divulguer. Vu le confort, on dort pas très bien, mais on essaie de s'organiser des petites séances de repos. Donc on va faire des veilles d'une demi-heure, 1 heure. Au petit matin, ils se font comme tous les autres stagiaires capturés par le commando. Cagoulés, menottés, jetés dans une cage, l'exercice se veut réaliste jusqu'au bout. Vivre la situation dégradante et stressante d'être otage, c'est un des exercices les plus difficiles auxquels ils doivent se préparer. Mentalement, c'est de ne pas savoir quand est-ce que ça va se terminer. Et physiquement, je dirais que c'est le fait de rester dans la même position tout le temps avec les menottes derrière le dos. Ça tire dans les ligaments, dans les épaules, dans les genoux, c'est dur. Le capitaine David, comme les autres, réussit à s'échapper, aidé par des partisans. Leur issue vient des airs. Un hélicoptère Caracal arrive sur zone avec à bord un commando spécialisé dans la récupération. Mais l'ennemi, lui, ne se laisse pas approcher si facilement. La plupart du temps, l'armée française tentera toujours de récupérer ses hommes où l'hélicoptère peut se poser. Moins de 3 minutes pour atterrir, contrôler l'identité des survivors et repartir. Mais parfois, l'exercice est plus périlleux. Impossible de se poser, c'est par grappe que ces 2 pilotes sont exfiltrés. À l'arrivée, les traits sont tirés, mais tous dorénavant mieux conscients des risques. On aura sûrement les bons réflexes et en tout cas d'éviter les erreurs grossières qui peuvent tuer en quelques secondes parce qu'on s'est mal caché, parce qu'on a mal géré l'équipement. Si les cas réels sont rares, il ne faut pas minimiser le risque car la France est engagée sur 3 terrains de guerre dont le très compliqué théâtre syrien où un avion russe vient d'être abattu avec 2 pilotes à bord. Derrière les célèbres monuments du Népal, des siècles de traditions transmises de génération en génération. Après le séisme qui a ravagé la vallée de Katmandou en avril 2015, cet artisanat est plus que jamais sollicité et difficile à trouver. Comme beaucoup de menuisiers, Harry a tout appris de son père, un savoir-faire qu'il a peur d'emporter dans sa tombe. Je leur ai dit de reprendre le flambeau, que c'est notre profession depuis des générations. Mais mes enfants me demandent pourquoi ils devraient continuer, juste parce que nos ancêtres faisaient ça. Ils me demandent pourquoi ils ne pourraient pas faire un autre métier. Le fils d'Harry est aujourd'hui comptable, un choix de carrière motivé par le faible salaire et le manque de reconnaissance du métier d'artisan. Malgré tous les efforts requis par ce travail, la situation est telle qu'il faut se battre pour toucher sa paye. Il y a du prestige et du respect, les monuments, l'art et la culture sont les trésors de ce pays. Mais vraiment, les artisans sont mal considérés. Les temples et palaces népalais attirent des foules de touristes, une source de revenus vitale pour le pays. Pour les experts, il y a donc urgence à restaurer ce patrimoine. Nous avons besoin de trouver des maîtres artisans et de les inciter à former de nouveaux artisans. Si l'on n'y parvient pas de façon satisfaisante, nous ne pourrons rien reconstruire. Nous parlons de millions de dollars, mais sans artisans, nous ne pouvons rien rebâtir. En 1934, les artisans avaient joué un rôle crucial dans la reconstruction de Katmandou, ravagée par un séisme d'une ampleur similaire. Mais cette fois, à défaut de mesures pour améliorer leurs conditions de travail, ce savoir-faire pourrait disparaître. Et avec lui, l'héritage culturel. Des dizaines de mètres d'échelle qui valent tous les discours sur le réchauffement climatique. Pour atteindre la mer de glace, les alpinistes doivent descendre de plus en plus bas, avec des températures moyennes qui ont grimpé de 1,5 à 2 degrés selon les saisons. Le plus grand glacier du massif du Mont Blanc perd un peu plus d'épaisseur chaque année. Depuis le début des années 80,
on a un retrait extrêmement marqué, donc une diminution de masse qui est très très forte de la mer de glace, comme les autres glaciers dans les Alpes. Ici, là où on est, il perd une épaisseur de 3 à 4 mètres par an. Et en face du Montanvert, de la gare du Montanvert, on a une perte d'épaisseur de 4 à 5 mètres. Une fonte, mais aussi un recul du glacier, près de 700 mètres en 30 ans. Résultat, au pied de la gare du Montanvert, la glace est désormais à peine visible. Pour l'atteindre, les vacanciers aussi doivent descendre, près de 420 marches pour accéder à la grotte creusée dans la glace. C'est un phénomène nouveau, c'est vrai que les gens aujourd'hui se rendent compte de visu, là c'est très précis, dire effectivement là il y a un impact et on le voit. Et aujourd'hui c'est vraiment une marque et les gens viennent là pour voir justement les effets du réchauffement. Quand on est là sur le site, qu'on voit ce tas de pierres, on se demande où est la glace. Un tourisme climatique porteur, mais pour les exploitants du site, la fonte menace. Ils cherchent déjà des solutions pour continuer à assurer l'accès aux 450 000 visiteurs annuels. Ce qu'on constate, c'est que les gens, une fois qu'ils se sont instruits sur la climatologie ou les glaciers, ils veulent ensuite toucher cette glace. On réfléchit à faire un téléporté qui permette d'aller un peu plus haut et cette fois-ci d'avoir un accès direct à la mer de glace. Mais, et ça c'est très important, il faut impérativement que la solution qu'on apporte soit réversible. Réversible au cas où le glacier recommencerait à progresser, un scénario peu probable selon les glaciologues. D'après une récente étude, la mer de glace pourrait encore reculer d'au moins 1 km au cours des 30 prochaines années.